Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui sont connectés ce soir. C'est Divine. Je suis ravie de vous retrouver pour Carrefour littéraire, le numéro 2. Alors Carrefour littéraire, comme je l'avais détaillé dans la première, ce sont des rendez-vous que je vous donne sur Facebook, sur les réseaux sociaux, afin de partager avec vous mes coups de cœur littéraires, partager avec vous les livres qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre pour différentes raisons. Et donc, lors de cette première, j'ai eu le plaisir de vous présenter un livre, Le Mal congolais. Le Mal congolais, c'est un livre écrit par Jean-François Sylvestre Souka, qui n'est autre que mon père, et qui raconte de ses yeux d'enfant, de ses yeux d'étudiant, de ses yeux d'animateur radio, de ses yeux de diplomate. Il raconte la déchéance du Congo, de la République du Congo, étape après étape. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir lire ce bouquin, parce qu'on découvre, on redécouvre le Congo, et on le découvre autrement que de la manière dont il est peint à travers d'autres médias, à travers les journaux, à travers la presse, à travers différents documentaires qu'on peut voir à la télévision. Voilà, c'est vraiment le témoignage de quelqu'un qui y était et qui l'a vécu à 1000%. Donc je continue le partage de ce bouquin. J'en lirai encore un ou deux chapitres avant de pouvoir passer à autre chose et de vous présenter d'autres coups de cœur, d'autres livres qui m'ont marqué. Donc je suis retournée dans mes souvenirs de collège et de lycée, et ça a été pour moi une belle surprise, et j'espère que ça le sera pour vous. En tout cas, avant de commencer ma lecture de ce soir, je tenais à remercier tous ceux qui étaient connectés lors de la première. Merci pour vos retours très 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 positifs. Merci pour l'accueil que vous avez fait à ce nouveau concept Carrefour littéraire. Voilà, pour ceux qui sont dans mon entourage, je crois que ce n'est pas évident de suivre la vitesse de croisière de Divine, parce que il y a des nouveautés tous les jours, du jour au lendemain. Donc je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos encouragements. En tout cas, ça fait très plaisir. Carrefour littéraire a reçu beaucoup de critiques très positives, et je vous en remercie. Comme ça plaît, eh bien, on continue. Alors, j'entame le second chapitre du Mal congolais. Le chambardement scolaire. L'école des premières années de l'indépendance reposait sur deux pieds. Il y avait d'une part l'État, de l'autre les confessions religieuses. L'État possédait des écoles primaires disséminées sur l'ensemble du pays, des collèges localisés dans les chefs-lieux de région, des lycées à Brazzaville et Pointe-Noire, les deux plus grandes villes du pays. En dehors des structures de formation à la fonction religieuse, les églises catholiques et protestantes avaient un grand nombre d'établissements d'enseignement général et professionnel. Secteur public et secteur privé, secteur public et secteur privé dispensaient un enseignement de qualité. Sans être richement dotés en matériel pédagogique, les établissements offraient de bonnes conditions d'études aux élèves, un encadrement efficient, un suivi régulier et, à travers une saine émulation, l'incitation à s'élever par l'effort. Maîtres et professeurs étaient sélectionnés à partir de critères rigoureux, à commencer par l'indispensable vocation d'enseigner. Ils n'entraient en fonction qu'après des années de formation dans des écoles spécialisées. Enseignants professionnels, ils avaient des conditions de travail relativement satisfaisantes, la garantie d'une bonne rémunération et la considération du reste de la société.
Un dispositif simple et performant permettait une liaison permanente entre l'école et les parents d'élèves. Carnet de correspondance, carnet de notes, bulletin de notes adressé par voie postale. Bref, ce n'était peut-être pas une école de rêve, mais tout concourait à faciliter son fonctionnement et à garantir de bons résultats en retour. Vint ensuite la Révolution, avec ses idéologues et son cortège de réformes. L'école était une cible toute désignée parce qu'elle dérangeait. Elle ne dérangeait pas en tant que centre d'acquisition des savoirs, mais en raison du rôle moteur qu'elle jouait dans la formation des esprits. Pour ces gens qui voulaient imposer leur doctrine, l'école était un obstacle. Ils invoquèrent un besoin de rupture avec l'héritage colonial et l'entreprise de démolition démarra avec la nationalisation de l'enseignement en 1965. Le système scolaire fut amputé de son pied confessionnel avec une brutalité inouïe. De hauts dirigeants s'illustrèrent sur le terrain. Ainsi, Martin Berry, responsable de la jeunesse du Mouvement national de la Révolution, JMNR, dont le nom reste attaché à cette nationalisation, se montra-t-il particulièrement déterminé. À la tête d'un groupe de manifestants, il marcha sur le lycée Chaminade, fleuron de l'enseignement catholique dont il supervisa la mise à sac. Le même traitement se répéta ailleurs. L'école n'avait plus qu'un pied, et pour son malheur, les réformes accompagnant la nationalisation produisaient des effets secondaires terriblement dévastateurs. Outre le désengagement forcé des églises, dépouillées au passage de leurs biens, à l'exception des lieux de culte, il y eut entre autres conséquences le départ massif des coopérants étrangers, en grande majorité de nationalité française, et la mise à l'index de nombreux enseignants congolais dont on fustigeait les penchants contre-révolutionnaires. Il suffit de quelques mois pour détraquer le système. Gâtés sous Youlou, les enseignants vécurent mal de passer de statut de privilégié à celui de bouc émissaire. La situation était d'autant moins supportable que les conditions de travail ne cessaient d'empirer. Parmi les changements qu'il leur fallait endurer, il y avait le rôle envahissant de la JMNR, organisation unique de la jeunesse, bâtie sur les cendres des associations confessionnelles et laïques d'avant la Révolution. Envahissant parce que la direction politique l'avait imposé dans tous les organes de décision du système scolaire. Ses représentants siégeaient partout, se mêlant de donner leurs avis sur tout et n'importe quoi, y compris sur les questions pédagogiques où leur méconnaissance du sujet était flagrante. De toutes les organisations de masse du parti unique, la JMNR, qui devint par la suite Union de la jeunesse socialiste congolaise, UJSC, était la plus active. Elle était constamment à la pointe du terrain politique et social et se considérait comme le fer de lance de la révolution. Cela lui laissait le champ libre pour inoculer son venin en toute impunité. Elle se surpassa dans le secteur de l'éducation en apprenant à l'élève à se rebeller contre le maître et l'institution scolaire. Tandis que le corps enseignant et l'administration scolaire se faisaient tout petits, un syndicat, l'Union générale des élèves et étudiants congolais, UGEEC, s'employa à contrecarrer ce plan. L'histoire de l'UGEEC a été marquée par des moments d'alignement servile sur le pouvoir et des périodes d'indépendance, voire de rébellion. Selon la personnalité des dirigeants du moment et la perception qu'ils avaient de leur rôle, se mettre au service du pouvoir ou au contraire se battre pour les intérêts des élèves et des étudiants. En l'occurrence, elle afficha une réelle indépendance en s'opposant à ceux qui tentaient d'infiltrer le milieu scolaire pour mieux le contrôler. Au fil du temps, la situation devint de plus en plus complexe. Aux problèmes ordinaires de tout système éducatif à travers le monde, s'ajoutèrent les retombées du conflit sur la réforme qui agitait l'ensemble de la société. Il y avait deux camps opposés sur la nécessité et le contenu des réformes. Une ligne de fracture était apparue au sein même de l'équipe dirigeante où se côtoyaient radicaux favorables à la poursuite des réformes et modérés,
refroidis par les ravages causés par leur première décision et occupés de ce fait à réfréner l'ardeur réformatrice de leurs collègues. Un problème se trouvait désormais au centre des préoccupations. La population scolaire ne cessant d'augmenter, les ratios maîtres-élèves étaient en train d'exploser. Problème à double détente, car il fallait non seulement des enseignants, mais aussi des salles de cours. L'État s'étant passé des opérateurs privés et ayant lui-même cessé de construire de nouvelles écoles et de nouveaux bâtiments dans les écoles existantes, la situation devenait intenable. Habituées aux solutions de facilité, les autorités recoururent aux palliatifs. Elles s'en remirent dans un premier temps à l'initiative populaire, comptant sur les parents d'élèves pour supplier les carences de l'État. En lieu et place des édifices standards, trop onéreux pour leur faible capacité d'investissement, ils étaient invités à construire de simples abris contre les ardeurs du soleil et des intempéries. 4 murs, un toit, selon l'expression consacrée plus tard, lorsque l'idée fut reprise et amplifiée dans les années 80. La propagande officielle affirma que les masses populaires se mobilisèrent dans toutes les régions du pays, mais ne communiqua aucun bilan de ce qui avait été réalisé. De toute manière, le problème restait brûlant. Les stratèges du département suggérèrent l'instauration de la mi-temps à l'école primaire, au collège et au lycée. La formule inédite consistait à limiter la journée de fréquentation qui s'étendait initialement sur la matinée et l'après-midi à une demi-journée. On avait cours soit le matin, soit l'après-midi. Ceux qui avaient cours le matin, la première semaine, rentraient l'après-midi la semaine suivante et vice-versa. Un tour de passe-passe qui doublait les capacités d'accueil puisque chaque salle servait en alternance à 2 classes différentes, mais présentait d'innombrables inconvénients, à commencer par la réduction du temps d'apprentissage. La question des salles de cours était provisoirement réglée. La question des salles de cours étant provisoirement réglée, restait le déficit en personnel enseignant. Ne reculant devant aucune aberration, le gouvernement recruta des volontaires de l'éducation. Lesdits volontaires étaient les rebuts du système exclus de l'école et en attente d'un premier emploi ou des élèves menacés de renvoi pour travail insuffisant. La majorité des candidats n'avaient pas la vocation. Ils avaient répondu en masse, attirés par les salaires qu'ils attendaient et par l'espoir d'une intégration dans la fonction publique. Ce furent donc des enseignants au rabais qui se retrouvèrent en face des collégiens et des lycéens. Les élèves mesurèrent à leur tâtonnement incessant le manque de qualification de ces drôles de profs. Au handicap que représentait leur faible niveau d'études, s'ajoutait en effet une totale méconnaissance de la pédagogie. Ils avaient tous été largués dans les établissements sans formation préalable. Dans ces conditions, un accompagnement attentif aurait sûrement été le bienvenu, mais rien de tel n'avait été prévu. Le ministère de l'Éducation nationale n'avait mis en place ni encadrement pédagogique, ni mécanisme de supervision capable de déceler d'éventuels inaptes. Rien non plus pour remédier à d'éventuels manquements, or, il y en eut à foison. Le recours aux volontaires de l'éducation avait été précédé par une autre expérience inédite, celle des collèges populaires. Les collèges dits populaires avaient pour but de donner une seconde chance aux élèves exclus du système officiel en leur offrant, contre espèces sonnantes et trébuchantes, la possibilité de reprendre leurs études dans un circuit parallèle semi-officiel. Ils avaient également mission de récupérer les élèves frappés par la limite d'âge après le certificat d'études primaires, qui ne pouvaient de ce fait accéder au collège. Situation dérangeante pour un régime qui se voulait au service des classes les plus défavorisées de la société, puisque ce problème d'âge était souvent lié à l'environnement social. Les enfants les plus concernés venaient des zones rurales où ils avaient été envoyés à l'école avec beaucoup de retard par des parents ignorants. Les enseignants officiant dans les collèges populaires étaient soit des professionnels qui souhaitaient arrondir leur fin de mois,
soit des élèves du niveau de la classe de seconde et plus en quête d'une première expérience ou plus banalement d'un salaire relativement attractif. L'expérience dura quelques années, puis périclita en raison des détournements de fonds, grèves de professeurs et autres situations conflictuelles. Ces mesures et bien d'autres, prises dans le cadre de l'avènement de l'école du peuple, terme générique désignant l'école que le parti entendait implanter au Congo, précipitèrent le naufrage d'un système éducatif en lambeaux. Les bouleversements s'étendaient à la méthode d'apprentissage du français aux petits écoliers. La méthode syllabique, utilisée jusqu'à là, fut abandonnée au profit de la méthode dite globale. Querelle d'experts dont je vous épargne les détails, mais qui agita les esprits pendant longtemps. Les professionnels, guère motivés, se réfugièrent dans une forme de résistance passive en affichant leur indifférence. Quant aux élèves, ébranlés par le recul des valeurs séculaires de travail, d'honnêteté, de compétence, d'abnégation et d'endurance qui faisaient la force de notre société, cédèrent au culte nouveau du moindre effort. Alors que les devanciers s'appliquaient pour engranger de bonnes notes, être inscrits au tableau d'honneur, décrocher les meilleures appréciations du conseil de classe et rafler le maximum de prix en fin d'année scolaire, ceux des années 80-90 avaient des ambitions plus modestes. Ne travaillant pas assez pour avoir de bonnes notes, ils se rabattaient sur le classement, tirant sur une lamentable satisfaction dans le fait d'être relativement bien positionnés. Leurs aînés étaient heureux d'afficher 16, 17, voire 18 de moyenne générale. Ils étaient fiers quant à eux d'occuper le 7e, le 9e ou le 10e rang avec une moyenne générale inférieure à 10. Autre temps, autres mœurs. Pour enjoliver un tant soit peu les choses, ils introduisirent un nouveau paramètre, une déclinaison abusive de la notion de force. La première fois que j'entendis parler de force, c'était l'un de mes nombreux petits frères, parfait spécimen de l'école du peuple, qui, croyant me faire plaisir, m'annonça fièrement. J'ai eu de bons résultats ce trimestre. Je suis sorti 6e, avec 9 forts. De ses explications laborieuses, il ressortait que sa moyenne générale était plus proche de 10 que de 9 tout court. La médiocratie déboulait sur le Congo. Elle avait de beaux jours devant elle. Les taux de réussite aux différents examens chutèrent à des niveaux incroyablement bas. Les statistiques de la direction des examens et concours établissent que de 1963 à l'an 2000, le meilleur score réalisé au brevet fut enregistré en 1964 avec 51,70% d'admis. 1964, c'est-à-dire un an avant la nationalisation de l'enseignement. 20 ans après, on enregistrait le score le plus bas, 10,83%. Bonne année, mal année, la moyenne des admis au brevet et au bac oscillait entre 20 et 30%. Ces piètres résultats traduisent de façon dramatique la déliquescence du système scolaire. Facteurs internes à l'école et facteurs externes fortement imbriqués sous-tendent ces mauvais résultats. Ainsi, les élèves ont certes leur part de responsabilité dans ces échecs, mais à leur décharge, outre la dégradation continuelle des conditions de travail, il y a les conséquences de l'appauvrissement général de la population. Les recherches menées dans le cadre de ma thèse l'ont clairement fait ressortir. Qu'ils fréquentent le matin ou l'après-midi, beaucoup d'élèves vont en classe le ventre vide. En 1991, à une époque où le coût de la vie était moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, 26% des ménages prenaient 3 repas par jour. 44% se contentaient de 2 repas et 30% n'avaient qu'un seul repas. Et même dans les familles qui prenaient plus ou moins régulièrement le petit déjeuner, seuls les enfants en bas âge étaient assurés d'avoir un quignon de pain, des beignets ou un quelconque produit à grignoter, accompagné ou non de boissons chaudes.
Petit déjeuner hypothétique donc pour un grand nombre d'élèves qui vont à l'école le matin, déjeuner tout aussi incertain pour ceux qui commencent à midi. L'instauration de la mi-temps pour les élèves et de la journée continue pour les travailleurs s'est traduite en casse-tête pour les ménagères qui s'occupent des repas. Selon que le ménage a trouvé ou non un moyen terme pour ajuster les différents horaires de ses membres, le déjeuner est pris en famille ou isolément. Manger seul est une grave entorse aux règles traditionnelles à laquelle on ne se résout pas de bonne grâce. Car mis à part les aspects liés à la convivialité du déjeuner autour d'une même table, il y a pour la ménagère la difficulté supplémentaire d'avoir à gérer un repas servi au coup par coup sur une période qui peut varier de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures. Le déjeuner peut ainsi s'échelonner de 11 heures pour les enfants qui vont à l'école à 15 heures ou 16 heures pour le mari qui rentre du travail. La difficulté se transforme en cauchemar si la quantité à répartir est minuscule. Comme c'est hélas trop souvent le cas, il a aussi été établi que dans les ménages où la loi du nombre et la faiblesse des moyens ne permettent pas d'avoir des restes, la situation est compliquée par le fait que les élèves qui vont à l'école l'après-midi partent généralement de chez eux avant que le repas de midi ne soit prêt. Ainsi, qu'il soit du matin ou de l'après-midi, nombreux sont les élèves qui arrivent en classe avec un handicap physique qui augmente au fur et à mesure que les cours se succèdent. Suivre les explications du maître quand on a des tiraillements d'estomac n'est pas chose facile. La faim finit invariablement par émousser leurs facultés. Les effectifs étant pléthoriques, les enseignants ne sont pas en mesure de s'assurer que tout le monde a compris le cours. Si bien que pour ces enfants, l'année scolaire est un véritable rodéo. La réussite est au prix d'un dépassement hors du commun, poussé de classe en classe par la démographie scolaire. Il y a tellement d'élèves que le passage automatique a été instauré de fait à l'intérieur des cycles primaires et secondaires. Ils ne sont confrontés à l'épreuve de vérité qu'en fin de cycle, classe de CM2, classe de 3e et classe de terminale. Véritable classe bouchon, car le changement de cycle est subordonné à la réussite à un examen national, le CEP, le brevet, le baccalauréat. Heureusement pour la crédibilité du système, malheureusement pour les élèves mal préparés à affronter cette épreuve. Jusqu'où ira la décomposition du système? L'attitude des enseignants, qui prennent un malin plaisir à transgresser les règles déontologiques, ajoute à la confusion. Certains d'entre eux se livrent à un odieux trafic de notes. En vertu du fameux dicton « le cabri broute l'herbe là où il est attaché », qui sous-entend la corruption dans le pays quand ils n'exercent pas une sorte de droit de cuissage sur leurs élèves. Ils succombent aux sirènes de l'argent. Corruption active, en plus des MST, moyennes sexuellement trafiquées. Le résultat final de l'école du peuple choque. Surtout que s'y mêle le spectacle insoutenable de ces élèves qui s'asseyent à même le sol ou vont en classe avec leur cartable d'écolier et une chaise en plastique pour s'asseoir. L'illustration d'un cuisant échec dans un pays forestier. Un triste spectacle qui se renouvelle pourtant tous les jours en période scolaire dans les grandes villes du Congo. Et comme s'il y avait besoin de confirmation officielle, il suffit de se référer aux propos du porte-parole du gouvernement, Alain Akwala Atipo, candidat du PCT aux législatives de juin 2007 à Gamboma. Il dit, je cite, « Mon père qui est né au village, qui a fait l'école, est venu en ville. Il a été député, sous-préfet, puis diplomate. Cette espèce d'évolution ne pouvait pas s'arrêter. Et moi, à titre personnel, étant donné que je suis ministre, j'ai pris la décision de faire fabriquer en permanence des tables-bancs parce que je veux que le dernier village de ce district, s'il y a une école, qu'il y ait des tables-bancs. Parce que l'épanouissement, l'émancipation et la liberté viennent de l'instruction. À titre personnel,
en tant que candidat du parti, je pourrais poursuivre ce que je fais. Les tables bancs qu'on fabrique, les professeurs que je paye au lycée de Gamboma, qui depuis 4-5 ans n'avaient pas de professeur de mathématiques, de biologie et de français. Les résultats au bac étaient toujours catastrophiques. Pour ce constat, j'ai décidé de surveiller ces profs que je paye à environ 100 000 francs CFA par mois et je leur dois actuellement de l'argent. L'intervention de ces professeurs a fait qu'au fil du temps, les résultats au bac à Gamboma se soient améliorés et l'année dernière, nous avons enregistré un jeune qui s'est admis au concours de l'INSA et ça, les populations, les parents le notent. J'ai fait le parallèle avec les villes comme Kayi, où grâce à Saris, tous les mois, il y a près de 2 milliards de francs CFA qui circulent dans cette ville. Et on ne trouve pas en Kayi des jeunes debout au bord des routes en train d'assister au passage des 4x4 ou d'attendre que des gens viennent de Brazzaville à bord des 4x4 pour leur distribuer de l'argent. Cela se passe de commentaires. Les prédécesseurs du ministre Akwala Atipo, qui sévissaient dans les années 60, se doutait-il que la nationalisation de l'enseignement aboutirait à un tel fiasco? Et d'abord, quelles étaient leurs intentions réelles? La question mérite d'être posée, car l'école dans les pays socialistes ne ressemblait pas à la caricature façonnée au Congo. Les dirigeants des vrais régimes socialistes avaient su préserver la culture de l'effort et du résultat. L'élitisme était ouvertement encouragé. L'école soviétique a tout de même formé des ingénieurs qui ont été les premiers à envoyer l'homme dans l'espace. Les Ngwabi, Yombi, Sassou, Lissouba et la cohorte des premiers ministres qu'ils ont nommés se souciaient-ils vraiment de l'école? Ces dirigeants qui doivent beaucoup à l'école sont à la base des décisions qui ont vidé le système de sa substance. Fini la médecine scolaire, les infirmeries dans les établissements, les visites médicales annuelles pour tous les élèves, fini la gratuité des fournitures scolaires, fini les facilités accordées aux élèves les plus nécessiteux et les plus méritants. À considérer l'un des éléments qui favorisa leur propre parcours scolaire, l'internat, force est de constater qu'ils ont fait pour le moins preuve d'égoïsme et d'insouciance. Le manfoutisme dont nos dirigeants sont coutumiers est vraiment stupéfiant. Fils de paysans n'ayant personne pour les héberger en ville, où ils étaient appelés à faire leurs études, ils sont presque tous passés par l'internat. Ils doivent donc aux internats des lycées et écoles de formation professionnelle de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Mouyonzi, Makwa et Owando le fait d'avoir pu continuer leurs études. Parvenus au sommet de l'État, non seulement ils n'ont pas songé à construire de nouveaux internats, mais ils ont tué ceux qui existaient à petit feu. Crédit en forte diminution, décaissement des fonds problématiques, matériel non renouvelé, bâtiments laissés à l'abandon. Tout cela les condamnait à une lente agonie. Mais les plus nécessiteux des pensionnaires, contraints de compléter par eux-mêmes un ordinaire qui se faisait de plus en plus rare, cherchèrent des solutions de remplacement car ces soubresauts annonçaient une prochaine fermeture. Tant et si bien qu'aujourd'hui, seule l'école militaire préparatoire générale Leclerc dispose encore de son internat. Les enfants de troupe, n'étant pas plus congolais que les civils, leur bonne fortune tiendrait-elle au fait que les deux... Je reprends. Les enfants de troupe, n'étant pas plus congolais que les civils, leur bonne fortune tiendrait-elle au fait que deux des militaires qui se sont succédés à la tête du pays sont passés par cette école? Si tel est le cas, on peut déplorer que le même réflexe corporatiste n'ait pas conduit Pascal Lissouba, l'ancien doyen de la faculté des sciences, à accorder une attention spéciale à l'université. Au moins serait-elle construite là où il lui aurait plu d'implanter ses démembrements, au lieu de végéter dans des locaux exigus et inappropriés à Brazzaville. En 4 décennies, le nombre des étudiants est passé de 3 000 à 20 000 sans qu'aucune nouvelle construction n'accompagne cette explosion. Idem pour les bibliothèques. Les responsables de ce chaos sont pour la plupart vivants. En privé,
il arrive que certains s'interrogent sur le bien fondé de leurs décisions, mais ils n'ont jamais admis leur faute publiquement. 40 ans après avoir compromis le développement du pays en cassant l'école, ils aspirent toujours à occuper des responsabilités de tout premier plan. Incroyable. Le monopole de l'État sur l'école a volé en éclats en 1991. La conférence nationale ayant résolu de libéraliser l'enseignement. La décision s'est aussitôt traduite par un foisonnement de micro-établissements privés confinés dans des villas dont les pièces sont reconverties en salles de classe. Il y avait de l'argent à gagner. Avec ou sans qualification professionnelle, beaucoup de gens s'engouffrèrent dans le créneau. Cours de récréation microscopique, installations pour l'éducation physique et sportive inexistantes, enseignement bâclé, les élèves n'ont sûrement pas gagné au change. Cependant, nombreux sont les parents qui préfèrent cette école truffée d'imperfections à l'école publique. Ils s'acquittent des frais de scolarité en se saignant aux 4 veines, persuadés que l'avenir de leur progéniture passe par de tels sacrifices. À côté des micro-établissements dont l'existence tient principalement à l'appât du gain, il y eut heureusement la création d'écoles viables et performantes. Les plus importantes, abonnées aux premières places lors des examens nationaux, ont même passé des accords de coopération avec des établissements étrangers. La preuve que des avancées sont toujours possibles. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont racontées, qui sont décrites et détaillées dans ce livre. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Ce livre n'est pas seulement destiné aux Congolais ou aux hommes et femmes d'origine congolaise, mais il est destiné à toute personne qui souhaite s'instruire, s'informer et avoir des réponses sur l'état et la situation du Congo d'aujourd'hui. Parce que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, Le Mal congolais, écrit par Jean-François Sylvestre Souka, est disponible à la FNAC. Vous pouvez aussi vous le procurer par correspondance sur le site Amazon pour le prix de 21,50 €. Donc, ça vaut le coup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on découvre là-dedans, avec des petits moments de rire aussi et de plaisir, malgré la situation catastrophique qui est décrite au fil de ces pages. Alors, c'est fini pour le carrefour littéraire de ce soir. On se dit à très bientôt pour un 3e épisode, une 3e série. Voilà, je ne sais pas quand, mais à très bientôt, à très vite.